suis le professeur Hussein Bouftel, je suis professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Je suis gynécologue et PhD spécialiste en génétique et pathologie moléculaire au CHU Blanche de Casablanca. Je suis aussi responsable du Centre des maladies trophoblastiques gestationnelles, centre régional de Casablanca. Et donc, c'est pour moi, encore une autre fois, un grand plaisir de partager voilà, nos connaissances, notre expérience concernant les maladies trophoblastiques gestationnelles. Donc, je vais, avant d'aborder le sujet, je vais un peu commencer par discuter ces cas cliniques avec vous. Une patiente âgée de 36 ans, il est 6 gestes, 5 parts. Il consulte pour des métrorragies survenues sur une aménorrhée de 8 semaines d'aménorrhée. Il présente comme signe fonctionnel des vomissements. Il rapporte qu'il vomit quand même 6 fois par jour. On note chez elle à l'examen au signe fonctionnel des signes de thyrotoxicose. Donc, c'est des signes en rapport avec l'inflation hormonothyroïdienne. On examine cette femme. On trouve des métrorragies au doigtier, un col utérin entrouvert, un utérus augmenté de taille qui mesure 20 cm et des masses latéro-utérines bilatérales. Respectivement, ils mesurent 5 cm et 6 cm. Alors, chez cette patiente, éventuellement, comme d'habitude, on doit penser à des diagnostics. Bien, on se pose ici la question quel est le diagnostic le plus probable. Est-ce que c'est une grossesse évolutive? Est-ce que c'est une grossesse extra-utérine, une fausse couche, une origine non gravidique ou une moelle édatiforme? Bien, ici, pour étayer les diagnostics, éventuellement, on demande des examens paracliniques. Et donc, on fait l'échographie pelvienne et les bêta-ACG plasmatiques. Le couple échographie bêta-ACG plasmatique quantitatif. Alors, les bêta-ACG plasmatiques quantitatifs reviennent chez cette femme à très, très élevé, bien sûr, à 3 536 216 unités par litre. Et à l'échographie, vous allez voir cette image, cette fameuse image. Et donc, si je vous demande de l'interpréter, donc vous voyez ici au centre une image hétérogène qui contient qui est hétérogène, qui est hypoéchogène, hétérogène, parce qu'il contient des images anéchogènes, des petites images anéchogènes. Et donc, c'est une image qu'on peut qualifier grappe de raisin ou en tempête de neige, en tempête de Sahara, etc. Mais bref, en nid d'abeille, c'est une image quand même qui ne contient pas on ne voit pas d'embryon ici sur cette image. Et puis aussi sur l'imagerie, on voit de part et d'autre de l'utérus, donc une image multiloculaire, d'accord, kystique ici, comme vous la voyez, qui correspondait aux masses latéro-utérines qui ont été décrites à l'examen clinique, et que finalement, quand ça correspond donc à une image kystique multiloculaire, et donc ça fait bel et bien suspecter une moelle édatiforme. Déjà, on pouvait la suspecter devant l'examen clinique, puisque l'utérus était augmenté de taille supérieure à ce qu'on voudrait la gestationnelle, avec présence de masse latéro-utérine et éventuellement avec ce taux de bêta-ACG qui est très élevé. Et cette image à l'échographie, ça ne pourrait être éventuellement que ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit proposer à cette femme comme traitement? C'est une aspiration éco-guidée, dont l'objectif est d'assurer la vacuité utérine. Et après, il va falloir proposer une contraception ostroprogestative mini-dosée. Puis pourquoi? Parce qu'il va falloir faire une surveillance post-molaire, ce qu'on appelle la surveillance après l'évacuation de la molle. Une surveillance qui est basée sur les bêta-ACG plasmatiques quantitatifs pendant pratiquement une année et qu'il faut qu'il soit négatif. Et par la suite, on peut autoriser chez cette femme une grossesse ultérieure dont le suivi sera normal et puis on va parler bien sûr de guérison. Un deuxième cas clinique, c'est une femme de 42 ans chez qui on avait diagnostiqué une moelle édatiforme complète qui était aspirée 2 fois et dont la surveillance n'a pas montré de négativation. Il n'y avait pas de négativation des bêta-ACG, au contraire, il y avait une augmentation des bêta-ACG plasmatiques sur 3 dosages successifs. Il saigne et à l'examen, on trouve une masse vaginale qui saigne, pratiquement et qui mesure 1 cm. On fait à l'échographie pelvienne, on trouve une rétention trophoblastique de 3 cm avec masse latéro-utérine de 5 cm bilatérale. Et donc là, c'est suspecté éventuellement une
tumeur trophoblastique gestationnelle. Donc, ici, c'est le diagnostic européen. Donc, on peut rapporter facilement le diagnostic de tumeur trophoblastique gestationnelle. Il va falloir demander un bilan d'extension et ce bilan d'extension comporte le taux de bêta-HCG plasmatique quantitatif, une radiographie de thorax, une échographie abdominopelvienne, une TDM thoraco-abdominopelvienne et éventuellement une IRM ou à défaut une TDM cérébrale. Pourquoi il faut demander ce bilan d'extension? Eh bien, c'est pour calculer, bon, ça c'est la réponction intra-utérine, ça c'est l'image à la radio du thorax, donc qui montre, voilà, plusieurs opacités, donc éventuellement une image en lâcher de balance et plusieurs opacités au niveau de la radiographie du thorax. Et au scanner, voilà, plusieurs lésions, au scanner, plusieurs lésions, d'accord, une image en lâcher de ballon. Et donc, pourquoi on fait ce bilan d'extension? Ce bilan d'extension permet de calculer le score FIGO-OMS, qui tient en considération l'âge, la grossesse précédente, qui est à l'origine de cette tumeur trophoblastique et qui est la moelle édatiforme dans ce cas, l'intervalle entre la grossesse précédente et le début de la chimiothérapie, le taux de bêta-HCG, le nombre de métastases connues, le site de métastases, le diamètre des métastases, le diamètre de la plus grande métastase, et éventuellement, est-ce que la femme a subi déjà une chimiothérapie préalable. En calculant ce score, donc on a un total à 5, et puis quand on a un total à 5, donc c'est une monochimiothérapie, éventuellement qui comporte un protocole au méthotrexate, et donc ça c'est le protocole, on reviendra tout à l'heure, et puis voilà, si on fait le diagnostic très tôt, si on fait le score correctement, on propose la monochimiothérapie, et donc par la suite, on va parler de guérison parce que c'est l'un des cancers qu'on peut guérir, on peut parler de guérison, et donc la femme est guérie, et par la suite même, elle peut tomber enceinte. Et donc, nous allons aborder les maladies trophoblastiques gestationnelles. Les maladies trophoblastiques comportent un très grand groupe qui a en commun la dégénérescence. La dégénérescence, c'est dans le sens de transformation kystique des villosités choriales, c'est-à-dire une transformation des villosités choriales, c'est-à-dire du trophoblaste, du futur placenta, donc qui se transforme, il se transforme en des villosités. Donc, c'est une transformation kystique, ça donne des villosités kystiques, ça donne des petits kystes, et donc, voilà. Et cette transformation, il est associé à une prolifération du trophoblaste. Donc, on va assister à une activité accrue du trophoblaste, ce trophoblaste qui va donc proliférer jusqu'à devenir une taille, arriver à des tailles parfois étonnantes, et éventuellement le trophoblaste qui sécrète de l'HCG, et donc on va donc assister à une sécrétion excessive de l'HCG, donc de l'hormone choléogonadotrophine chorionique. Donc, d'emblée, il faut bien distinguer que dans les maladies trophoblastiques, il y a deux grandes entités. Il y a une entité bénigne, on peut qualifier d'entité bénigne précancéreuse, et qui regroupe les molles édatiformes complètes ou partielles. Et des entités malignes qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, qui regroupent les molles invasives, le choriocarcinome, d'autres tumeurs beaucoup plus rares, les tumeurs du site d'implantation, les tumeurs trophoblastiques épithéliоïdes. Ben, ces tumeurs trophoblastiques gestationnelles, d'abord c'est un cancer. Quand on parle de tumeurs trophoblastiques gestationnelles, c'est un cancer. Mais c'est un cancer qui est très métastatique et qui est mortel si on ne fait pas de traitement. Si on ne propose aucun traitement, c'est mortel à 100%. Et donc, mais c'est des tumeurs trophoblastiques qui répondent très très bien à la chimiothérapie quand on les diagnostique, quand on les classe correctement et quand le traitement est donc finalement poursuivi correctement. Donc, et on peut parler par la suite de guérison dans ces cancers-là. Et donc, quand on est au stade de moelle édatiforme, ce n'est pas un cancer, c'est une entité bénigne qu'il va falloir faire le suivi éventuellement pour détecter cette évolution défavorable. Je ne dirais pas cette dégénérescence parce que ce n'est pas adapté. Je ne dirais pas cette transformation vers la malignité, ce n'est pas un terme adapté, mais c'est tout simplement une évolution, peut-être tout à l'heure nous allons comprendre pourquoi. Donc j'aimerais bien qu'on soit d'accord, qu'on comprenne très bien cette distinction
entre deux entités, une entité bénigne qui regroupe les molles idatiformes complètes ou partielles, et cette entité maligne qui est les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. J'insiste sur la nomination aujourd'hui. Il faut appeler l'évolution vers la malignité, il faut l'appeler tumeur trophoblastique gestationnelle, et non pas maladie trophoblastique persistante ou autre appellation, qui étaient des appellations anciennes. Mais aujourd'hui, il faut distinguer entre molle idatiforme complète ou partielle et tumeur trophoblastique gestationnelle qui regroupent éventuellement les molles invasives, les choliocarcinomes, etc. Bien, bon, voilà, ça vous rappelez très bien du schéma de la villosité choriale. C'est une villosité choriale. Donc là, juste, je veux insister, bon, il y a le cytotrophoblast, le syncytiotrophoblast, et donc la prolifération à ce niveau-là, c'est elle qui est à l'origine des molles idatiformes et éventuellement, s'il évolue vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. Par contre, ici, la colonne de cytotrophoblastes intermédiaires ou bien les cellules trophoblastiques extravilleux, ce sont les tumeurs qui seront éventuellement responsables des tumeurs du site d'implantation et des tumeurs trophoblastiques épithéliales et qui sont quand même rares. Alors, il faut retenir que si la prolifération à ce niveau de la villosité qui concerne le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast qui est à l'origine de la molle idatiforme, qu'il soit complète ou partielle, qu'il soit invasive ou non. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par parler des molles idatiformes complètes et partielles, et dans un deuxième temps de parler des tumeurs trophoblastiques gestationnelles qui sont éventuellement une évolution défavorable des molles idatiformes. La molle idatiforme est une dégénérescence kystique des villosités choriales placentaires qui pourrait être partielle ou complète. Rappelez-vous, ça c'est le schéma de la villosité, et donc c'est une dégénérescence du cytotrophoblast et du syncytiotrophoblast, donc de la villosité choriale. Bien, une molle, c'est une grossesse avec anomalie de la fécondation, nous allons voir. Sur le plan épidémiologique, alors, bon, c'est une fréquence qui est très variable. Il va de 0,6% à 13 pour 1000, donc de 0,6 pour 1000 à 13 pour 1000 grossesses. Bien, voilà, bon, j'ai donné un peu quelques exemples ici, quelques extrêmes. En France, c'est 1 pour 1000. Au Vietnam, par exemple, c'est 13 pour 1000. Et là, bon, à titre anecdotique, au Vietnam, par exemple, vous trouvez dans une maternité vous trouvez pratiquement beaucoup de patientes qui sont hospitalisées. Parfois, c'est la moitié du service qui est occupé par les molles idatiformes. À la limite qu'on propose au Vietnam des hystérectomies pour des femmes qui ont le nombre suffisant d'enfants, parce qu'on n'a pas la possibilité finalement de leur offrir la surveillance convenable et le traitement convenable qui est la chimiothérapie, une fois qu'il évolue vers la tumeur trophoblastique. Et au Maroc, nous avons fait un suivi épidémiologique et nous avons publié des études sur ce sujet-là, et qu'on avait donc quelque chose comme 4,4 pour 4 pour 1000 grossesses, c'est quelque chose quand même de très important. Et puis, bon, il y a certains facteurs favorisants qui ont été proposés. On voit plus de risques d'avoir une molle idatiforme dans les âges extrêmes. Au moins de 16 ans, par exemple, le risque relatif est multiplié x 6. Au-delà de 50 ans, le risque relatif est multiplié x 3. La parité, les facteurs ethniques, la race, par exemple, on avait dit en fait que la race, éventuellement la race jaune, parce que les molles étaient très, très fréquentes en Asie par rapport à d'autres pays. On a impliqué les facteurs environnementaux, les facteurs épigénétiques transgénérationnels, notamment la carence en vitamine B, et des facteurs génétiques, notamment le déficit en NLP7. Mais en fait, nous, on s'est intéressé finalement je me suis à un certain moment posé la question, finalement, pourquoi les molles idatiformes sont fréquentes dans certains pays et ne sont pas fréquentes dans d'autres pays. En fait, beaucoup mieux que ça, on s'est posé la question, en fait, parce qu'on a constaté que même dans certains pays, la molle idatiforme était fréquente dans certains pays il y a longtemps et il a diminué entre-temps. Je donne l'exemple, par exemple, au Japon, par exemple, la fréquence
la mort identiforme était tellement fréquente, était pratiquement de l'ordre de ce qu'on voit au Vietnam, par exemple, ou en Inde. Et aujourd'hui, par exemple, au Japon, par exemple, l'incidence, la fréquence de la mort identiforme est pratiquement la plus basse. C'est 0,49 pour 1000. Bon, le même constat a été fait en Corée du Sud, où là aussi, il y avait une fréquence très élevée en mort identiforme, mais aujourd'hui, ça diminue. Et même au Maroc, par exemple, où la fréquence de molaire, on dirait qu'il est moyenne, mais en réalité, il est différente d'une zone à une autre. Par exemple, au Maroc, par exemple, on constate que la moelle identiforme est beaucoup plus fréquente en milieu rural, par exemple, qu'en milieu urbain, et dans les milieux défavorisés, que dans les milieux, par exemple, qui sont relativement, je dirais, entre guillemets, riches. Et donc, et puis voilà, donc ça c'est des études qu'on a publiées sur les maladies difformes au Maroc. Et puis voilà, on s'est posé la question et on avait publié un travail qui a montré en réalité que la maladie difforme est liée au niveau de vie, à l'amélioration du niveau de vie, et donc éventuellement et que la maladie difforme serait finalement lié au déficit pendant la grossesse, au déficit en vitamines B9 et B10 et B12. Donc, finalement, on discutera tout à l'heure de ces hypothèses. Alors, bon, on revient finalement un peu à ce qui se passe dans la pathogénie. Alors, on a dit que la moelle identiforme n'est qu'une anomalie de la fécondation. C'est une anomalie de la fécondation qui consiste à ce qu'un ovocyte anucléé qui est fécondé par un spermatozoïde qui est dupliqué ou bien par deux spermatozoïdes. Donc, résultat, c'est que, voilà, un ovocyte qui ne possède pas de matériel génétique, qui est 0N, qui va être fécondé par deux spermatozoïdes ou éventuellement par un spermatozoïde dupliqué, ben, résultat, on aura un œuf à 2N, et cet œuf à 2N qui pourrait être XX, XY ou éventuellement YY, et finalement, qui est tout l'œuf est d'origine androgénique, c'est-à-dire il est d'origine paternelle. D'accord? Et donc, finalement, on a un œuf qui est d'origine paternelle, qui est 2N, mais qui ne peut pas donner d'embryon, qui ne peut donner que du trophoblaste. Et ce trophoblaste, il est en dégénérescence kystique. Et donc, finalement, résultat, on n'a que des villosités kystiques. D'accord? Bien, éventuellement, c'est ça la moelle identiforme complète et finalement avec le risque d'évoluer vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Alors, c'était dans la moelle complète. Dans la moelle partielle, l'ovocyte il est nucléé ou bien par deux spermatozoïdes. Donc voilà, un ovocyte qui est normal, N, sera fécondé donc finalement par deux N, et résultat, on aura un œuf qui est triploïde. Mais ce œuf triploïde, donc, on dit aussi qu'il est d'origine paternelle puisque les deux N supplémentaires sont d'origine paternelle et par conséquent, on l'appelle aussi une origine androgénétique. Donc, on aura une triploïdie, mais cette triploïdie, il est d'origine androgénétique, c'est-à-dire qu'il est d'origine paternelle. Et donc, ça permet de donner quand même parfois un fœtus qui est mal formé ou quelques débris de fœtus avec des villosités kystiques de la même façon que dans la moelle identiforme complète, mais à la différence de la moelle identiforme complète, dans la moelle partielle, le fœtus il est mal formé et il existe éventuellement déjà un fœtus, alors que dans la moelle complète, il n'existe pas de fœtus. Parfois, rarement, la moelle survient il n'est pas fécondé par un spermatozoïde dupliqué. Et le phénomène d'empreinte génétique, c'est-à-dire un ovocyte nucléé fécondé par un spermatozoïde normal qui n'exprime pas ce qu'on appelle les gènes à caractère. C'est une
n'exprime pas les gènes à caractère, il n'est pas capable de donner un embryon, et par conséquent, il ne donne que du trophoblaste, ce trophoblaste, et donc il donne une mole idatiforme. C'est le N7. La mole idatiforme partielle de la triploïdie. Alors, dans la mole idatiforme, on parle de diandrie. On a dit que l'origine est déandrique, c'est-à-dire que les deux N, finalement, ils sont d'origine paternelle. Et donc, ça aboutit finalement à un œuf à 3 N, mais dans les deux N sont d'origine paternelle. Alors que dans la triploïdie, il s'agit d'un ovocyte qui a 2 N, qui est fécondé par un seul spermatozoïde. Résultat, c'est de la même façon, c'est 3 N, mais un seul qui est d'origine paternelle. Dans la première situation, dans la mole idatiforme, on a une prolifération importante du trophoblaste. Dans la deuxième situation, on n'a pas cette prolifération du trophoblaste, mais on a plutôt un embryon qui est généralement un embryon qui est mal formé, qui est gros, qui est développé, mais on n'a pas cette prolifération du trophoblaste, et donc on n'a pas éventuellement de mole idatiforme dans la deuxième situation, dans la triploïdie. Il est facile de distinguer parce que, ici, tout simplement, l'anatomopathologie, vous-même, vous n'allez pas voir dans le produit d'expulsion de vésicule, et puis l'anatomopathologiste va confirmer qu'il n'y a pas finalement de mole idatiforme, il n'y a pas de prolifération du trophoblaste dans le produit en cas de triploïdie, alors que dans la mole partielle, on a cette prolifération du trophoblaste éventuellement, donc cette notion de les vésicules, etc. Et même parfois, on peut avoir recours à la cytogénétique pour faire la part des choses, donc pour montrer est-ce que les deux N sont d'origine diandrique ou digénique, éventuellement, donc d'origine paternelle ou maternelle. Donc voilà, j'avais parlé tout à l'heure de cette implication des facteurs alimentaires dans l'alimentation, et donc ça nous a permis de publier certains papiers sur ce sujet-là. Et donc on avait montré que si la femme la femme est enceinte d'un bébé de sexe féminin, et que pendant la période de l'ovogenèse de l'embryon futur, voilà, la future maman, au stade de l'embryon, et donc finalement, il est en train de fabriquer son stock ovocytaire. Quand il fabrique ce stock ovocytaire dans un climat de carence en acide folique, eh bien, il ne le fabrique pas comme il faut, sur le plan de quantité et qualité surtout, et conséquence, c'est qu'il aboutit à des ovocytes, à des follicules de mauvaise qualité, à des ovocytes qui sont anucléés et qui, finalement, dans le futur, ils donnent éventuellement, des ovocytes donc, qui sont anucléés, et que dans le futur, ils sont fécondés par deux spermatozoïdes ou un spermatozoïde dupliqué, et aboutissent à une mole idatiforme éventuellement complète, et ce qui explique éventuellement pourquoi dans les pays qui se sont améliorés sur le plan alimentaire, finalement alimentaire éventuellement, la fréquence, l'incidence des moles idatiformes a chuté d'une façon considérable, et c'est l'exemple par exemple du Japon, de la France, des pays scandinaves, etc., qui avaient dans le passé des chiffres importants de moles idatiformes, et qui ont vu donc ce chiffre très diminuer aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Donc bien, alors sur le plan anatomopathologique, dans une mole idatiforme complète, sur le plan macroscopique, donc il y a présence uniquement de vésicules en grappe de raisin, il n'y a pas de cavité amniotique, il n'y a pas d'embryon ou de traces d'embryon. Et sur le plan microscopique, donc vous allez voir une hyperplasie cyto- et syncytio-trophoblastique avec une dystrophie bulleuse dans la mole partielle. Sur le plan macroscopique, vous allez voir une formation placentaire qui est kystique, mais avec laquelle vous allez trouver une cavité amniotique et quelques structures embryonnaires. Et sur le plan microscopique, il y a alternance de villosité normale et de villosité pathologique, alors que dans la mole complète, on ne voit pas de villosité normale, on voit que des villosités pathologiques. Et éventuellement, on pourra trouver des kystes intrachoriaux
qui correspondent à des invaginations du trophoblaste, à l'œdème villositaire, etc., l'hyperplasie. C'est des choses qui ne sont pas spécifiques pour la mole partielle par rapport à la mole complète. Sur le plan cytogénétique, nous avons dit que dans la mole complète, donc, on a une diploïdie, donc, A46XXXY ou YY. C'est une diploïdie par déandrie. On a dit que l'ovocyte était vide et qu'il est fécondé par 2 spermatozoïdes. Et donc, c'est une diandrie, donc c'est une origine qu'on appelle androgénique. Alors que dans la mole partielle, c'est une triploïdie. Attention, ici, je suis désolé, ici c'est 69, et c'est une triploïdie par déandrie, c'est-à-dire qu'il y a 2 lots supplémentaires qui sont d'origine androgénique. Voilà, donc ici, finalement, une masse villositaire, finalement, comprend des vésicules, plein de vésicules qui réalisent l'aspect donc en grappe de raisin. Donc ici, on ne voit pas de villosité, on ne voit pas de structure ovulaire ou fœtale. Et donc, c'est une mole hydatiforme complète. Vous voyez ici sur cette coupe la coupe de la villosité, donc une prolifération des cytotrophoblastes et du syncytiotrophoblaste, avec une dystrophie bulleuse. Donc, vous voyez ce qu'on voit ici, c'est la dystrophie bulleuse. Et donc, ça réalise, finalement, ça, c'est sur un fort grossissement. Donc, on voit la dystrophie bulleuse, c'est ça. Finalement, la dystrophie bulleuse, finalement, c'est de l'œdème cellulaire. Et puis, une prolifération du trophoblaste, du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste. Et donc, c'est typique d'une mole hydatiforme complète. Là, c'est une image du service qui montre un embryon mal formé, éventuellement avec un placenta qui comprend des villosités, et donc c'était une mole hydatiforme partielle qui a quand même donné un bébé mal formé, qui est arrivé quand même, qui a été diagnostiqué un peu en retard, pratiquement jusqu'à 16-18 semaines. Là, vous voyez donc dans la mole hydatiforme partielle qu'il y a une alternance de villosité normale ici et de villosité pathologique ici. Et donc, quand on voit des villosités normales, ça veut dire qu'il s'agit de mole hydatiforme partielle. C'est important parce que parfois, sur certains comptes rendus opératoires, certains comptes rendus d'anatomopathologique, bon, en lisant un peu le détail, on peut comprendre qu'il s'agit d'une mole partielle ou d'une mole complète. Parfois, la conclusion est discordante avec la description, mais la description nous permet de nous guider sur le diagnostic finalement de mole partielle ou mole complète, et éventuellement même parfois dans les tests publics. Donc, parfois, le diagnostic se fait bien avant l'apparition de signes cliniques, c'est-à-dire, voilà, dès le retard des règles, on peut diagnostiquer la mole devant un aspect. Quand on ne voit pas l'embryon, et puis on demande les méta-CG, on trouve qu'ils sont augmentés par ce qu'on voudrait la gestationnelle. Mais dans la majorité des cas, encore chez nous au Maroc, dans les signes fonctionnels généralement, c'est les métrorragies du premier trimestre et qui résultent du décollement placentaire, les douleurs pelviennes qui résultent des contractions utérines, la présence de vomissements gravidiques qui sont accentués, donc les signes sympathiques de grossesse qui sont exagérés, et là, elles sont dues à l'inflation, à l'augmentation de la CG, et éventuellement, et les effets finalement de la CG sur le corps. Ça donne des vomissements gravidiques, ça donne des signes de théotoxicose, éventuellement. Ça peut donner une hypertension artérielle, une dyspnée, d'accord. Sur les plans général, parfois on assiste à une altération d'état général, éventuellement un subictaire. Et sur le plan physique, l'examen, l'utérus est augmenté de volume supérieur à ce qu'on voudrait la gestationnelle. Éventuellement, on peut palper des masses annexielles bilatérales qui correspondent au kyste lutéinique. Finalement, ce n'est que l'effet de la CG sur les ovaires et donc qui entraîne une lutéinisation du corps jaune et pas éventuel, et donc par conséquent la formation de kyste lutéinique. Et parfois, c'est l'expulsion de vésicules. Dans certaines situations, vous examinez la femme et vous voyez et vous trouvez qu'il y a des vésicules.
Dans la moelle édatiforme partielle, pratiquement c'est le même tableau, mais il est relativement atténué. C'est-à-dire, parfois on assiste à un tableau d'avortement, des métrorragies, douleurs pelviennes, contractions utérines, et l'utérus il est augmenté de taille. Il est supérieur à ce que le voudrait la gestationnelle et inférieur à ce que le voudrait une molle complète, et donc éventuellement, donc c'est entre les deux. Certaines formes sont particulières, notamment les formes compliquées. Parfois, l'hyperthyroïdie est au premier plan, et donc dans l'endocrinologie pour des signes de thyrotoxicose, et donc on fait le bêta-ACG, on le trouve positif, il confie la patiente pour un avis, et puis éventuellement on redresse le diagnostic et on fait le diagnostic d'une tumeur, d'une moelle édatiforme, éventuellement une tumeur trophoblastique parfois. Des complications respiratoires, une détresse respiratoire. Il est arrivé à ce que aussi en pneumologie, on a demandé des bêta-ACG chez une femme qui avait une détresse respiratoire et qui était positive. On a demandé notre avis puisqu'il saignait, donc finalement pour voir c'est une femme qui est enceinte, est-ce qu'il fait un avortement, etc. Et donc on avait diagnostiqué une tumeur trophoblastique gestationnelle, donc devant un tableau de détresse respiratoire. Parfois c'est des troubles de l'hémostase, parfois donc c'est une moelle invasive, donc chez qui donc on fait l'échographie Doppler, parfois on trouve une vascularisation du produit utérin, etc. Et donc, rarement, c'est une moelle ectopique. Il nous est arrivé de diagnostiquer une moelle sur une grossesse extra-utérine, c'est une situation très rare, mais c'est possible. Donc, l'examen par le couple échographie bêta-ACG, et finalement, c'est le couple qui permet d'orienter le diagnostic pratiquement, d'asseoir un peu le diagnostic d'une façon très aisée. L'échographie montre un utérus augmenté de taille qui est rempli d'images hétérogènes, plein d'images donc infracentimétriques anéchogènes qui correspondent aux vésicules et qui réalise un aspect floconneux, on dit on nid d'abeille ou grappe de raisin, plusieurs appellations autres. Éventuellement, il y a une image latéro-utérine bilatérale, multiloculaire, qui correspond au kyste lutéinique, avec ou sans embryon. Quand on n'a pas d'embryon, c'est une moelle édatiforme complète. Quand on a un embryon ou quelques débris d'embryon, c'est une moelle édatiforme partielle. Et les bêta-ACG qui sont très élevés par rapport à ce que nous voudrait la gestationnelle, et qui sont très importantes aussi pour la surveillance après évacuation. Donc voici l'image d'une moelle édatiforme complète, par exemple, dans laquelle donc on ne voit pas d'embryon. Ah, donc voici une image ici dans laquelle on trouve par exemple quelques images qui évoquent éventuellement des débris d'embryon. Et donc, ça fait évoquer une moelle édatiforme partielle, une image de kyste lutéinique, c'est typique, hein, c'est comme ça, en général, qu'on voit les kystes lutéiniques à l'échographie. Ce sont des images du service. Là aussi, c'est une image de kyste lutéinique, donc de masse latéro-utérine. Voilà, parfois ces masses latérales sont très énormes. Ben, ça, c'est une image intra-utérine, donc éventuellement avec un sac gestationnel, et donc ça fait évoquer une moelle édatiforme partielle. Voilà, ça c'est l'image de flocon de neige, là aussi. Donc ça, avec là l'aspect d'un sac, et donc éventuellement qui évoque une moelle édatiforme partielle. Donc là aussi, un aspect vésiculaire, donc intra-utérin, donc voilà, c'est différent. Bien, donc le diagnostic différentiel peut s'opposer au stade à la clinique devant des métrorragies, finalement, ce sont des métrorragies de premier trimestre, donc avec la grossesse extra-utérine, mais dans la grossesse extra-utérine, l'utérus est de petite taille. Avec un avortement, dans l'avortement, la taille de l'utérus n'est pas augmentée, avec une pathologie cervicalo-vaginale, et donc là, l'examen clinique permet un peu de redresser le diagnostic. À l'échographie, devant une image, la simple image en nid d'abeille, donc ça, c'est un diagnostic. Le diagnostic différentiel peut se poser avec la transformation hydropique d'une grossesse arrêtée, voilà, une grossesse arrêtée, et puis qui n'a pas été expulsée, un peu là l'aspect de moelle édatiforme. Mais là, donc, on demande des bêta-ACG, on va très très basse. Un fibrome de dégénérescence hydropique, ce qu'on appelle donc un fibrome de dégénérescence hydrique, donc finalement hydropique, finalement, mais là les bêta-ACG vont être négatifs. Et devant des bêta-ACG très élevés, et ça fait donc, ça pose diagnostic avec une grossesse multiple.
ou avec une grossesse hypersécrétante, notamment avec la trisomie 21, dans laquelle on peut assister à un taux de bêta-CG qui est élevé. Mais en général, la clinique avec l'échographie et les bêta-CG permet d'asseoir le diagnostic dans la quasi-majorité des cas. Une fois quand on pose le diagnostic, en fait, on suspecte le diagnostic, donc on est amené à faire le traitement. Alors, le traitement des grossesses molaires a pour but d'éviter les complications qui sont l'hémorragie génitale, l'anémie, l'augmentation du volume utérin, parfois l'augmentation des masses latéro-utérines, et on peut assister parfois à des torsions de ces masses latéro-utérines. Certains cas ont été traités dans un tableau, ont été diagnostiqués même dans un tableau de tension donc annexielle devant les masses latéro-utérines, et donc éviter les complications éventuellement de thyrotoxicose, de dyspnée, etc. Mais il ne permet pas d'éviter ça ne diminue pas le risque d'évolution de la tumeur trophoblastique gestationnelle. Et donc, quand on fait l'aspiration, quoi qu'on fait, même si on réalise la vacuité, ça nous oblige à faire le suivi post-molaire éventuellement pour diagnostiquer l'évolution défavorable vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. S'il vous plaît, mettez vos micros en muet. Oui. Voilà. Donc, le traitement des grossesses molaires et l'évacuation utérine. Cette évacuation utérine devrait se faire par aspiration et non pas par curetage. C'est par aspiration, non pas par curetage, parce que le curetage, il s'agit d'un utérus généralement fragile. Le curetage peut facilement perforer l'utérus et donc on va faciliter rapidement et facilement la transmission des villosités, la transmission du trophoblast dans la circulation ou bien dans le myomètre, et par conséquent, on va favoriser un peu l'invasion de trophoblastique. Et donc, c'est une aspiration qu'il va falloir faire sous contrôle échographique pour éventuellement s'assurer de la vacuité, sous perfusion d'ocytocine en fin d'aspiration, donc il n'est pas souhaitable de faire la perfusion au cours de l'aspiration, mais il faut la laisser en fin d'aspiration. Les prostaglandines sont non recommandées et il ne faut pas oublier d'injecter les immunoglobulines anti-D si résus négatifs. La molidatiforme exprime le résus et par conséquent, il peut y avoir une immunisation si le mari est résus positif et la femme est résus négative. Et donc, il faut penser à injecter le sérum anti-D. Alors, quand on fait une aspiration, on la fait sous contrôle échographique et puis après, il va falloir faire un contrôle échographique après évacuation une semaine après et puis 2 semaines après. Il faut le faire parce qu'il y a le risque de rétention post-aspiration dans 25% des cas. Et ça, ce risque de rétention existe dans tous les cas, même quelle que soit la main qui a fait l'aspiration, qu'est-ce que le degré de compétence, il y a cette rétention post-aspiration dans 1 cas sur 4. Et donc, il va falloir, et c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer à la patiente dès le début, qu'en fait, on va faire l'évacuation, l'aspiration, et qu'il y a le risque qu'il y a rétention. Et donc, quand on a une rétention, on fait une deuxième aspiration, sachant que la rétention se définit par la présence d'un diamètre antéro-postérieur qui est supérieur à 17 mm. Et donc, quand on a un diamètre antéro-postérieur supérieur à 17 mm, après une semaine, on réalise une deuxième aspiration et on ne fait jamais de troisième aspiration. Ça a été démontré que quand on fait une troisième aspiration, ça ne change rien du tout. Et donc, ça augmente que le risque de perforation, ça retarde le diagnostic. Et donc, on ne fait que 2 aspirations, jamais une troisième aspiration, quelle que soit la rétention, quel que soit le degré de rétention. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe pour les kystes lutéiniques? Alors, les kystes, ils n'ont fait aucun traitement, ils disparaissent spontanément avec la régression de la CG. Ça nous permet de faire la surveillance post-molaire. La régression des kystes en elle-même, c'est un moyen clinique, échographique,
de faire la surveillance postmolaire et éventuellement de donner une idée sur la diminution des bêta-HCG. Donc ça, c'est la masse, donc c'est la masse de moelle édatiforme complète. Nous l'avons vu tout à l'heure, puis une moelle partielle. Ben, il arrive rarement à ce qu'on opère une femme qui a une moelle édatiforme, et donc là, vous voyez, ça nous donne l'occasion de voir, regardez l'aspect des ovaires, l'aspect finalement des kystes lutéiniques. Donc voilà, de part et d'autre, et finalement l'utérus qui est augmenté de taille. Alors, et donc ça nous laisse un peu poser le traitement des grossesses molaires, la place de l'hystérectomie. Bon, l'hystérectomie pourrait éventuellement être discutée quand on n'a pas de désir de grossesse, c'est-à-dire la femme a le nombre suffisant d'enfants et que l'âge éventuellement, il a dépassé les 40 ans et surtout, bon, parfois, quand la surveillance postmolaire est difficile, parfois, c'est dans certains pays où il n'y a pas possibilité de réaliser les bêta-HCG, il n'y a pas possibilité de traiter par chimiothérapie, mais l'hystérectomie ne réduit pas à zéro le risque d'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, et donc la surveillance postmolaire devrait rester, même si on fait une hystérectomie, et le risque d'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, il diminue d'une façon très importante, des plus faibles, par exemple, de 20% à 3%, par exemple, donc de risque d'évolution vers une tumeur trophoblastique. Mais il ne s'efface pas, et par conséquent, la surveillance doit rester toujours de mise. Alors, la surveillance post-thérapeutique est très importante et fondamentale. Et pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'évolution défavorable vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Alors, 15 à 20% des molles édatiformes complètes évoluent défavorablement vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Et 3 à 6% des molles partielles évoluent défavorablement vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Et le reste, il évolue vers la guérison. Et donc, la surveillance est importante, il est importante pour détecter éventuellement les molles édatiformes qui vont guérir, des molles édatiformes qui vont évoluer défavorablement vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Alors, la surveillance, elle est clinique, échographique et surtout biologique. Elle est clinique, donc, on surveille la disparition du saignement, l'examen du vagin, du col utérin, la taille de l'utérus et des annexes, donc la régression de la taille de l'utérus, la régression des masses annexielles, donc des kystes lutéiniques, échographique, donc 15 jours après l'évacuation, donc on étudie la vacuité utérine, donc s'il n'y a rien du tout au niveau utérin, c'est déjà une bonne chose. Les masses latérales aussi qui doivent disparaître. Et biologique, c'est le dosage des bêta-HCG plasmatiques quantitatifs. Alors, on a dit que c'est important parce que pour détecter une tumeur trophoblastique gestationnelle, et donc la surveillance postmolaire des HCG consiste à réaliser le dosage des bêta-HCG une fois par semaine jusqu'à négativation. Il va falloir 3 taux négatifs pour pouvoir dire que c'est bon, l'évolution est favorable. Alors, un dosage de bêta-HCG par mois pendant 6 mois après une molle partielle et une molle édatiforme complète se négative en moins de 8 semaines et 12 mois après une molle complète. Donc, pour résumer, la surveillance devrait être donc faite par les bêta-HCG une fois par semaine jusqu'à négativation. En général, on peut dire quand on a 3 taux négatifs, c'est associé d'une façon importante à la guérison, mais il va falloir 6 mois de négativation après une molle partielle et 12 mois de négativation après une molle complète. Le dosage des bêta-HCG devrait être fait dans le même laboratoire pour pouvoir le comparaison, parce qu'on sait que un peu les bêta-HCG changent en fonction des laboratoires, et donc il faut exiger que le suivi, que tous les bêta-HCG sont faits au même laboratoire. Cette surveillance, pendant la surveillance postmolaire, on doit mettre la femme sous contraception ostroprogessive mini-dosée. Il est indispensable pour la surveillance. Pourquoi? Parce que
La survenue d'une grossesse dans le suivi, ça va perturber le suivi. On ne pourra pas savoir pour l'augmentation des bêta-CG ce qui est dû à une évolution défavorable vers la tumeur trophoblastique gestationnelle ou bien à la grossesse. Et deuxièmement, la survenue d'une grossesse sur molle et datiforme, ça augmente le risque d'évolution vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. Et donc, la contraception est indispensable. Finalement, et la contraception, il n'a pas ici d'effet secondaire, il n'aggrave pas l'évolution vers la tumeur trophoblastique, etc. Donc, on a dit que l'évolution est favorable. Donc, favorable quand il y a une dégradation progressive, quand il y a une négativation des bêta-CG, éventuellement quand on a en général 3 négativations, c'est bon, on peut dire déjà que c'est une évolution qui est favorable. Défavorable quand il n'aboutit pas à la négativation des bêta-CG plasmatiques. Et on pourra assister à plusieurs scénarios, une diminution des bêta-CG, puis il y a une réascension, une diminution progressive, mais il ne négative jamais, c'est-à-dire elle diminue, mais il ne se négative pas après 12 semaines. Une diminution importante et rapide, puis elle réascense, parfois on assiste jusqu'à ce qu'il voulait, jusqu'à s'approche de la négativation, puis il réascensionne. Et parfois, on découvre qu'il y a une masse qui est vascularisée au Doppler et ça nous fait, bon, généralement, on va trouver que les bêta-CG vont réascensionner, etc. Il y a ici une masse au niveau de l'utérus qui commence à envahir l'embonètre, une masse vascularisée au Doppler, donc qui va nous indiquer d'emblée, d'ores et déjà, qu'il y a invasion pratiquement. Donc voilà, ce qui est très important, il faut noter toujours le taux de bêta-CG sur une courbe, et donc là, voilà. Donc voilà, ici, il y a l'aspiration, il était ici, et puis à une semaine, ça diminue, et puis à un certain moment, ça stagne. 1, 2, 3, 4. Donc, stagnation d'ACG total sérique sur 4 dosages hebdomadaires, stagnation, ça fait parler tumeur trophoblastique gestationnelle. Ou bien, ici, regardez, ça diminue, et puis ça réascensionne. 1, 2, 3. Une augmentation des HCG totales sur 3 dosages hebdomadaires indique une évolution défavorable. Et là, on doit, voilà, diagnostiquer une tumeur trophoblastique gestationnelle sans trop tarder. Donc, le diagnostic de tumeur trophoblastique, donc après évacuation d'une moelle, c'est 4 stagnations ou bien 3 augmentations, donc sur 3 dosages, bien sûr. Donc, une moelle datiforme peut évoluer en tumeur trophoblastique gestationnelle. On a dit que c'est dans 15 à 20% des molles complètes, c'est dans 3 à 6% des molles partielles, mais sachez aussi que on peut avoir une tumeur trophoblastique qui peut survenir juste après une fausse couche spontanée sur 1 sur 1000, c'est rare mais c'est possible, et on peut aussi avoir une tumeur trophoblastique gestationnelle sur 1 sur 40 000 accouchements, donc c'est possible aussi. Donc, si on un peu récapitule, on peut suspecter une moelle édatiforme sur des données cliniques, échographiques et biologiques, donc métrorragie par exemple, premier trimestre, utérus augmenté de taille, masse latéro-utérine, à l'échographie, image floconneuse, donc masse latéro-utérine, et puis sur la biologie, bêta-ACG très augmenté. On fait une aspiration éco-guidée, on envoie le produit à l'examen anatomopathologique, il nous confirme le diagnostic de moelle édatiforme, complète ou partielle. On a vacuité utérine. Quand on a vacuité utérine, on fait surveillance. Si on n'a pas de vacuité utérine, on fait une deuxième aspiration. Et puis après, on fait qu'il y ait absence de vacuité ou qu'il n'y ait pas qu'il y ait vacuité ou qu'il n'y a pas vacuité. On fait une surveillance. On fait une surveillance clinique, échographique et biologique. Mais on ne fait jamais de troisième aspiration. Une surveillance bonne, ça veut dire négativation des bêta-CG. Négativation, en fait diminution jusqu'à négativation. Mauvaise, c'est on parle de tumeur trophoblastique gestationnelle et quand on parle de tumeur trophoblastique gestationnelle, on va la scorer sur le score FIGO-OMS et puis discuter une chimiothérapie. Donc ça, c'est le récapitule sur la suspicion de moelle édatiforme. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que les molles édatiformes, ça peut évoluer vers la guérison, et bon, c'est bon, quand ça évolue vers la guérison, tout va bien. Par la suite, la femme peut tomber enceinte. Le risque de faire une moelle édatiforme par la suite est le même que la population générale. Donc, une femme qui fait une moelle n'a pas beaucoup de risque de faire une autre moelle.
Et puis voilà, c'est quand ça évolue défavorablement, ça évolue vers ce qu'on appelle une tumeur trophoblastique gestationnelle. Et donc, vous avez remarqué déjà que lorsqu'on a parlé de tumeur trophoblastique gestationnelle, on n'a pas parlé sur des critères histologiques, on n'a parlé que sur des critères biologiques, et c'est une définition biologique. Donc, l'évolution défavorable du taux de bêta-HCG plasmatique après évacuation d'une moelle édatiforme ou après un avortement ou même un accouchement définit la tumeur trophoblastique gestationnelle. Donc, je pense que c'est le seul cancer qu'on peut diagnostiquer que sur le critère biologique. On n'a pas besoin d'anatomopathologie. Et donc, alors, on avait vu au début cette séparation, moelle édatiforme, tumeur trophoblastique gestationnelle. Maintenant, tumeur trophoblastique gestationnelle, ça comprend moelle invasive, choriocarcinome et autres très rares tumeurs trophoblastiques de site d'implantation hyperplasique, nodules de site d'implantation, qui sont très rares. On peut même les oublier parce que vous aurez rarement l'occasion d'avoir une. J'ai vu dans ma vie un seul cas de tumeur trophoblastique du site d'implantation et un seul cas de site d'implantation hyperplasique. Je n'ai jamais vu de nodule du site d'implantation, donc c'est des cas très rares. Je pense que dans la littérature, il n'y a que 12 cas de nodules du site d'implantation qui ont été décrits, qu'une vingtaine de cas de sites d'implantation hyperplasique et que quelques cas et une centaine de cas de tumeurs trophoblastiques du site d'implantation, mais dans la majorité des cas, c'est une moelle invasive ou un choriocarcinome. Donc, vous rappelez, ça c'est la villosité choriale. Donc, la villosité, le cytotrophoblaste, ça c'est le cytotrophoblaste. C'est ça ce qui donne finalement la moelle édatiforme. Et donc, le cytotrophoblaste extravilleux, c'est lui qui peut, la prolifération ici est à l'origine du choriocarcinome. Et les cellules extravilleuses, c'est ça ce qui peut donner éventuellement les tumeurs de site d'implantation. Et donc, vous comprenez pourquoi ce n'est pas fréquent et pourquoi c'est très fréquent pour la moelle édatiforme et éventuellement après le choriocarcinome. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la moelle invasive? Tout simplement, c'est des villosités qui ne sont plus au niveau de l'endomètre, qui ont pénétré dans l'omyomètre et donc qui ont pénétré dans les vaisseaux intramyométriaux, qui ont été vascularisés et qui ont éventuellement disséminer le corps. Ils sont donc qui ont subi une dissémination locorégionale vers le vagin, le col, le myomètre, ou éventuellement à distance vers le poumon, le cerveau, le foie, le rein, etc. Et donc c'est ça, tout simplement la moelle invasive. C'est tout simplement le passage des cellules trophoblastiques finalement dans le myomètre, dans le vagin, dans le col, le myomètre, ou éventuellement même dans le poumon, dans le foie ou vers le cerveau ou le rein. Donc, je rappelle toujours qu'une moelle édatiforme n'est pas une tumeur trophoblastique gestationnelle. Une moelle n'est qu'une anomalie de la fécondation qui donne une grossesse pathologique. Moelle complète diploïdie d'origine paternelle, moelle partielle diploïdie d'origine paternelle. Mais une tumeur trophoblastique gestationnelle est un cancer qui survient nécessairement après une grossesse, et cette grossesse est le plus souvent une grossesse molaire. Donc, une tumeur trophoblastique gestationnelle, c'est une prolifération de trophoblastes qui, finalement, réalise carrément un cancer. J'avais fait ma thèse de doctorat en sciences en génétique et pathologie moléculaire sur le rôle potentiel du facteur angiogénique GVEGF dans les maladies gestationnelles trophoblastiques et dans lequel je me suis posé la question finalement pourquoi certaines moelles édatiformes évoluent favorablement vers les tumeurs trophoblastiques, évoluent favorablement et guérissent, et d'autres tumeurs et d'autres moelles édatiformes évoluent défavorablement vers les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Et donc, j'avais impliqué un peu le rôle de la vascularisation de ce trophoblaste. Et donc, les moles, on avait démontré, on avait fait, finalement, des dosages de GVEGF, qui est un facteur angiogénique, donc qui favorise un peu la vascularisation des tumeurs, la vascularisation de la moelle édatiforme, la vascularisation du trophoblaste en général. On a trouvé que le GVEGF sérique était très augmenté dans les molles édatiformes par rapport aux grossesses normales. Et quand on a fait doser un peu les récepteurs de l'EGVEGF dans les cellules, dans le trophoblaste des molles édatiformes complètes, et on l'a comparé avec les grossesses normales,
on a trouvé que ça est très bien exprimé dans les molles édatiformes complètes par rapport aux donc, grossesses normales. Et donc, on avait un peu conclu que le facteur le GVEGF, finalement, donc, que les molles édatiformes qui expriment le GVEGF, qui sécrètent beaucoup de GVEGF, sont capables d'assurer leur survie en établissant une relation, donc une vascularisation, une néovascularisation donc de cette molle pour qu'il puisse survivre et par conséquent, voilà, et que les molles édatiformes qui ne sécrètent pas cette GVEGF, qui ne l'expriment pas beaucoup, finalement, ne peuvent pas survivre, ne peuvent pas proliférer davantage et par conséquent, ils finissent par disparaître, par mourir. Et donc, éventuellement, donc, ça a fait l'objet de publications dans des revues prestigieuses, etc. Donc, bien, comme on a dit, sur le plan épidémiologique, la molle édatiforme, 15% des molles édatiformes complètes vont évoluer vers la tuberculose et 4% de molles édatiformes partielles. Certains facteurs sont liés, sont à risque donc d'évolution vers la tumeur trophoblastique, notamment l'âge supérieur à 40 ans, la parité, le groupe sanguin A, les antécédents obstétricaux, le retard diagnostique, le taux de bêta-6 supérieur à 100 000 avant l'évacuation et la taille utérine et la taille des kystes lutéiniques, mais de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, devant toute molle édatiforme, on est dans l'obligation de réaliser la surveillance, le post-molaire pour diagnostiquer les tumeurs trophoplastiques gestationnelles. Donc la molle invasive, la forme typique, c'est la plus fréquente d'ailleurs. Les circonstances diagnostiques, bon, c'est la plus logique, la circonstance de découverte la plus logique, c'est qu'on avait diagnostiqué une molle édatiforme et on avait fait la surveillance et on a diagnostiqué très précocement cette évolution défavorable. Et donc, c'est la surveillance des bêta-ACG plasmatiques après évacuation utérine. Mais, bon, malheureusement, on continue de voir des circonstances découvertes au stade de l'hémorragie, au stade de masse latérale-utérine, de gros utérus, au stade de métastase même vaginale, pulmonaire, hépatique, cérébrale, tube digestif, rein, et parfois fortuite. Et donc, l'examen, parfois, donc l'examen spéculum entre les métrorragies, on peut voir des métastases vaginales qu'il convient de ne pas toucher, d'accord, de ne pas toucher, de ne pas biopsier parce que ce sont très hémorragiques, et donc à respecter, et au toucher vaginal, une masse latérale-utérine, éventuellement, une augmentée de taille. Voilà ici, donc, une image donc de villosité, de vésicule, et qui sont vascularisées au Doppler, et donc là, ça fait suspecter l'invasion. Donc, comment on fait le diagnostic? Bon, le diagnostic il est biologique, il n'y a pas d'évacuation utérine complète après 2 aspirations, et puis avec des bêta-ACG qui sont élevés sur plusieurs dosages ou qui sont stagnants sur plusieurs dosages. Les critères diagnostiques d'une tumeur trophoblastique gestationnelle postmolaire sont finalement ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est l'existence d'un plateau de valeur d'ACG sur au moins 4 dosages hebdomadaires successifs pendant 3 semaines, ou bien une augmentation des valeurs d'ACG sur au moins 3 dosages hebdomadaires successifs. Donc, c'est des dosages qui restent stagnants pendant sur 4 dosages, ou bien 3 dosages donc, qui montrent des augmentations de bêta-ACG donc toutes les semaines. Pour éventuellement, on parle de tumeur trophoblastique quand il y a persistance d'ACG 6 mois après évacuation. C'est chez une femme qu'on n'a pas fait le suivi, chez qui on n'a pas fait le suivi, il a disparu et il rapporte qu'il a fait une molle édatiforme ou un avortement. Et puis après 6 mois, on dose le bêta-ACG, on le trouve très élevé. Donc après 6 mois, oui, c'est une tumeur trophoblastique. Ou bien parfois, on opère devant une tumeur, on ne sait pas de quoi s'agit-il, et on a la surprise d'avoir le diagnostic à l'histologie, diagnostic histologique de colocarcinome. Donc voilà ici, donc on a fait le suivi, il y avait la régression jusqu'à un certain moment où il y avait stagnation sur 4 dosages, d'accord, sachant qu'on parle de stagnation quand le chiffre ne bouge pas de 10%, d'accord, une fluctuation qui reste au moins de 10%, c'est une stagnation. Là, ça a diminué à un certain moment, puis à un certain moment, ça commence à augmenter, donc 3 dosages, sur 3 dosages, une augmentation, donc ça fait tumeur trophoblastique gestationnelle, et donc il convient toujours de faire, voilà, bon, ça c'est corrélé, cette image est corrélée, donc il y a même vascularisation doppler, etc.
Là, c'est une pièce d'hystérectomie, par exemple, dans laquelle, qui n'est pas indispensable, comme j'ai dit, hein, le diagnostic il est biologique, mais parfois on fait une hystérectomie pour une masse chez une femme, par exemple, de 52 ans, et puis on a la surprise d'avoir un choriocarcinome, par exemple, ou une trophoblastie en général. Là, c'est une molle invasive. Si vous regardez ça, c'est une villosité qui envahit un peu le myomètre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le myomètre. Et puis, ça, c'est la villosité. Et donc, c'est une extension. Comme j'ai dit, on n'a pas... et ce n'est pas indispensable, ce n'est pas obligatoire, mais parfois, d'une façon comme ça, aléatoire, assistématique, on tombe sur certains diagnostics comme ça. Donc, mais on n'est pas obligé d'avoir le diagnostic histologique. Donc, les formes cliniques, il y a la tumeur, on a parlé de tumeur trophoblastique gestationnelle, de molle invasive, de choriocarcinome. Puis voilà, donc choriocarcinome, on a parlé que c'est une tumeur du trophoblaste villeux. Bon, c'est juste la différence entre choriocarcinome trophoblastique gestationnel et tumeur trophoblastique. Et molle invasive, c'est juste l'origine sur le plan histologique, mais ça ne change rien, ça change à peu près rien du tout. C'est l'origine sur le plan histologique, c'est-à-dire là, c'est l'origine des molles invasives, ça, c'est l'origine du choriocarcinome. Mais tous les deux, c'est des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, ça ne change absolument rien du tout, ni dans le traitement, ni dans le traitement, ni dans le pronostic. Donc, le pronostic est le même. L'échographie, le dosage est bêta-CG quantitatif, qui est donc élevé, et l'échographie qui montre une image intra-utérine en général, hétérogène, sans embryon. Et voilà, donc certaines images de tumeurs trophoblastiques, donc des images de gros utérus, siège de lésion de... Donc voilà, c'est une image classique de choriocarcinome au niveau utérin, d'accord. Donc sur alors, si par exemple, c'est par hasard, on a fait un examen anatomopathologique, dans le choriocarcinome, on n'aura aucune villosité placentaire, ce qui fait un peu le diagnostic différentiel entre le choriocarcinome et la molle invasive, alors que dans la molle invasive, on va voir une villosité, donc on va voir la villosité, etc. Donc voilà, ici, on ne voit pas de villosité, on voit que des cellules trophoblastiques prolifération de cystotrophoblastes, mais on ne voit pas de villosité, alors que dans la moelle invasive, on voit des villosités. On a dit que les lésions des tumeurs, les tumeurs trophoblastiques intermédiaires sont rares. Alors, donc, en pratique, le diagnostic d'une tumeur trophoblastique n'est pas histologique, et donc on le fait après une moelle. C'est l'évolution anormale des bêta-ACG qui permet de porter le diagnostic d'une tumeur trophoblastique. Et c'est rarement l'histologie qui n'est pas nécessaire pour instaurer une chimiothérapie. Il faut aussi penser au diagnostic de tumeur trophoblastique après un accouchement, c'est-à-dire devant une femme qui a une hémorragie persistante inexpliquée dans le postpartum. Une femme qui vient, après un mois et demi, 2 mois, 3 mois, il rapporte qu'il saigne, qu'il continue de saigner, et sans qu'il y ait d'explication, il faut penser à demander des bêta-ACG, on les trouve très élevés, on pense donc à une tumeur trophoblastique gestationnelle après un accouchement, c'est possible. Devant une détresse respiratoire chez une femme avec des métastases pulmonaires inexpliquées dans le postpartum, une femme par exemple qui a accouché il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qu'il arrive aux urgences dans un tableau de détresse respiratoire, et puis, bon, on fait une image, une radiographie du thorax ou un scanner, on trouve des nodules pulmonaires, donc on demande des bêta-CG sont élevés, très élevés, donc on pose le diagnostic de tumeur trophoblastique gestationnelle, donc facilement. Devant des signes cliniques d'hyperthyroïdie, devant une hémorragie du site d'implantation, du signe d'un site métastatique, c'est-à-dire une femme, là, il nous est arrivé de voir des femmes qui viennent en consultation aux urgences à la maternité, qui saignent, on examine et on trouve une lésion au niveau du vagin qui saigne abondamment. Et donc, comme j'ai dit, il ne faut pas penser à toucher ces lésions-là. Vous faites les bêta-ACG, ils sont très élevés, vous portez le diagnostic facilement d'une tumeur trophoblastique gestationnelle. Alors, quand on pose le diagnostic de tumeur trophoblastique gestationnelle, là, donc, il faut faire immédiatement le bilan d'extension. Et le bilan d'extension comporte un examen général, abdominal, pulmonaire, neurologique, pelvien, un examen gynécologique à la recherche d'une métastase vaginale ou pelvienne, et un examen paraclinique qui comporte la radiographie pulmonaire, l'échographie abdominopelvienne, le scanner thoraco-abdominopelvien
éventuellement l'IRM cérébral ou à défaut la TDM cérébrale. Pourquoi on demande ce bilan d'extension? Parce que les sites métastatiques des tumeurs trophoblastiques gestationnelles sont dans 65% des cas des métastases pulmonaires, vaginales dans 20% des cas, cérébrales dans 15% des cas et hépatiques dans 10% des cas, et même parfois rénal, tube digestif, etc. Et donc, le bilan d'extension est basé sur cette fréquence de sites métastatiques. Donc, le bilan d'extension, il est indispensable pour calculer le score FIGO-OMS. Et ce score FIGO-OMS est très important à calculer et très important à le calculer correctement parce que, en le calculant correctement, ça permet de réaliser la chimiothérapie. Ça permet de réaliser une chimiothérapie convenable, monochimiothérapie ou polychimiothérapie. Et il était rapporté dans plusieurs études qu'il y avait des erreurs de calcul du score FIGO-OMS qui ont amené à ce que pratiquement presque, selon les études, entre 40 et 60% des femmes ont été soit sous-classées, soit surclassées. Et donc, ils étaient soit sous-classés, par conséquent, ils avaient subi une monochimiothérapie alors qu'ils devaient subir une polychimiothérapie, ou le contraire, ils avaient subi des polychimiothérapies alors qu'ils devaient subir des monochimiothérapies, et donc on sait la toxicité de la chimiothérapie, etc. Et donc la femme peut mourir parfois de la chimiothérapie et non pas du cancer. Et donc, c'est ça l'importance de ce bilan d'extension. Donc, de ce bilan d'extension comporte 8 éléments. L'âge, le type de grossesse précédente, est-ce que c'était une moelle étatiforme, un avortement, une grossesse, l'intervalle entre la grossesse précédente et le début de la chimiothérapie en mois, le taux de la CG plasmatique, le nombre de métastases connues, on compte les métastases et non pas les sites métastatiques, donc le nombre de métastases, les sites métastatiques, le poumon, le rein, la rate, le tube digestif, le foie, le cerveau, et le diamètre de la plus grande tumeur en centimètres, éventuellement la tumeur utérine s'il existe, et si éventuellement il y a déjà une chimiothérapie qui a préalable, mono ou polychimiothérapie. C'est très important. Donc, voilà, donc je reviens vers le tableau. Donc, le tableau, il y a l'âge. Alors, dans ce tableau, donc, à chacune des colonnes ici, il y a un 0, 1, 2 ou 4. Et donc, on attribue des chiffres. L'âge, quand il est inférieur à 40, c'est 0. Quand il est supérieur à 40, c'est 1. La grossesse précédente, c'est une molle, c'est 0. Si c'est un avortement, c'est 1. Si c'est un accouchement, c'est 2. L'intervalle entre la grossesse précédente et le début de la chimiothérapie, s'il est inférieur à 4 mois, c'est 0. S'il est entre 4 et 6, c'est 7, 12, etc., etc. Le taux de bêta-CG inférieur à 1000, entre 1000 et 10 000, entre 10 000 et 100 000, supérieur à 100 000. Le nombre de métastases connues, et bien, le nombre de métastases connues, ici, bon, peut-être que quelqu'un avait posé dans sa tête la question pourquoi, dans le bilan d'extension, on demande et la radio du thorax et le scanner thoracique. Eh bien, parce que le nombre de métastases, on le comptabilise, on le compte sur la radiographie du thorax et non pas sur le scanner. Ce n'est pas possible de le faire sur le scanner, mais sur la radio du thorax, qu'on compte un peu les métastases pulmonaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle on demande et la radio du thorax et le scanner. Donc, le nombre de métastases connues, donc une métastase 0, le nombre de métastases entre 1 et 4, entre 5 et 8, supérieur à 8. Les sites métastatiques, est-ce que c'est le poumon seul? Est-ce que aussi c'est la rate ou le rein? C'est le tube digestif, le cerveau, le foie? Le diamètre, le diamètre de la plus grande tumeur en centimètres, inférieur à 3, entre 3 et 5, supérieur à 5. Et éventuellement, l'échec d'une chimiothérapie préalable, une mono ou une polychimiothérapie. Et donc, on fait le calcul, on comptabilise un peu et on va être... voilà, donc ici, voilà, regardez ici le scanner de cette patiente-là. Il y a ici, on voit une métastase, on voit une deuxième métastase pulmonaire, une petite ici. Mais sur la radio thorax, on va comptabiliser toutes les métastases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 7, 8, 9, 10, etc. Ici, une métastase cérébrale, par exemple. Et ici, le diamètre de la plus grosse tumeur. Et donc, en calculant le score,
on va se trouver soit devant un score inférieur ou égal à 6, ou bien un score supérieur à 6. Un score inférieur ou égal à 6, on l'appelle un bas risque, c'est-à-dire quand on dit un bas risque, c'est-à-dire un bas risque d'évolution défavorable, un bas risque finalement, de non-réponse à la chimiothérapie. Et donc, on instaure une monochimiothérapie quand le score est inférieur ou égal à 6. Quand le score est supérieur à 6, c'est une polychimiothérapie qu'il va falloir proposer. Et donc, c'est très important. Et donc, on n'a pas le droit de se tromper au niveau du calcul du score FIGO-OMS parce que c'est sur ce score que la chimiothérapie va être basée. Donc, le protocole de monochimiothérapie, le protocole le plus utilisé en monochimiothérapie, c'est le protocole méthotrexate. Alors, et ça, c'est un protocole de chimiothérapie, méthotrexate, 1 mg par kilo on IM. Donc, on donne un jour sur deux, J1, J3, J5, J7. Et puis, auquel on ajoute de l'acide folique, foline orale. Donc, on alterne un peu. Donc, J2, J4, J6, J8. Et puis voilà, donc on donne le méthotrexate et on fait le dosage de bêta-ACG toutes les semaines. Et quand on fait des cures jusqu'à ce qu'on a bêta-ACG négatif. Quand on a bêta-ACG négatif, alors on ajoute 2 cures après bêta-ACG négatif. Et puis voilà, on finit le protocole de monochimiothérapie. Donc il faut exiger 2 cures de consolidation après la première ACG négative. Voilà, donc c'est ça le protocole monochimiothérapie. C'est un protocole qui est efficace pratiquement dans 100% des cas. Et voilà, donc c'est un protocole qui ne donne pas d'alopécie, qui donne quand même certains effets secondaires comme une mucite fréquente, comme la toxicité rénale et hépatique, comme la pneumopathie interstitielle sévère, donc qui est sévère mais qui est rare. Mais quand même, il est efficace et quand on dit efficace ici, c'est qu'on parle par la suite de guérison, d'accord? Le protocole polychimiothérapie, là, il y a de nombreux protocoles utilisés et finalement, dont la majorité sont à base de méthotrexate, actinomycine et vincristine. Alors, le protocole le plus utilisé, c'est le protocole EMACO. EMACO, c'est pour étoposide, méthotrexate, actinomycine, cyclophosphamide et vincristine, vincristine. Donc, mais aussi, il y a plusieurs protocoles. Il y a aussi le protocole BEP, bliomycine, étoposide, EMA, EP, Charmoca, etc. Il y en a plusieurs. Mais chez nous, d'ailleurs, c'est le plus utilisé, c'est EMACO quand il y a une contre-indication à un des produits. On passe en général au protocole BEP chez nous, par exemple. Donc, les 2 protocoles de polychimiothérapie les plus utilisés chez nous, c'est le protocole EMACO et le protocole BEP, d'accord? Bliomycine, étoposide et phosphamide. Alors, voilà, donc le protocole EMACO, étoposide 100 mg par mètre carré, méthotrexate 100 mg par mètre carré, actinomycine D0,5 mg, le J1, le J2, donc voilà, c'est pratiquement la même chose, etc. Et donc, alors ce protocole est efficace dans 78% de l'émission complète, mais quand même il y a une toxicité hématologique qui est importante, les mucites, de la neuropathie, une aménorrhée qui est réversible, sauf chez la femme qui a âge. Donc, si je récapitule, donc on diagnostique une tumeur trophoblastique gestationnelle, on diagnostique une tumeur trophoblastique gestationnelle, on fait un bilan d'extension, on calcule le score FIGO-OMS, et si le score est inférieur à 6, c'est une monochimiothérapie, et généralement, c'est le protocole méthotrexate, d'accord? Donc, qui est généralement une bonne. Généralement, il n'y a pas d'échec au méthotrexate, sauf dans 2 situations. Dans la situation où on arrête le médicament parce qu'il y a une intolérance ou des effets secondaires qui sont graves, ou on a fait l'erreur sur tous les dossiers qu'on a reçus, avait une erreur de classe, en fait, de OMS.
Donc, très très bien le score FIGO-OMS. Quand c'est un protocole polychimiothérapie, là, donc, comme on a dit, c'est l'EMACO généralement. Et donc, en général, soit qu'on a une bonne décroissance des ACG totale sérique, on surveille par la suite pendant 18 mois et on parle de guérison par la suite. Quand on a l'échec de traitement, on peut discuter au cas par cas la chirurgie pour les métastases isolées résécables ou changer de protocole de polychimiothérapie, passer à un autre protocole, une polychimie de seconde ligne. La surveillance sous traitement des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, donc c'est la CG totale, sérique. En général, on assiste en cas de bonne évolution à la décroissance de façon régulière de la CG, finalement. Et quand on a la décroissance de la CG, ça nous dispense de tout examen d'imagerie complémentaire. On n'a pas besoin de faire ni scanner, ni IRM, ni rien du tout, quand on a la décroissance de la CG. C'est un bon miroir finalement de la bonne réponse. La persistance à l'imagerie des aspects de métastase après négativation de la CG n'est pas une indication de chirurgie. C'est-à-dire qu'on parfois, on peut assister à une persistance de lésion sur le plan imagerie, alors que la CG est négatif. Et donc, ce n'est pas une raison pour discuter ni chirurgie, ni résistance, ni échec de traitement médical, etc. Et durant la période de traitement, il faut une contraception ostro-progestative parce que l'OPS n'est permise pendant la durée de traitement. Par contre, à la fin de traitement, après guérison, la femme peut tomber enceinte sans problème et donc le suivi est sans problème et donc il n'y a pas de grossesse normale ultérieure. Donc, c'est le risque surtout dans les 12 à 18 mois suivant l'année de la CG. Et donc, si on attend jusqu'après 18 mois, donc on n'aura pas de risque en général de récidive de tumeur trophoblastique gestationnelle. Donc, lors de la grossesse ultérieure, il est recommandé d'effectuer une échographie endovaginale vers 8 semaines, un examen histologique du placenta après l'accouchement et un dosage de la CG plasmatique 3 mois après la fin de la grossesse, qu'il conçoit l'issue. C'est-à-dire même si la femme accouche normalement, après 3 mois, il convient de faire un bêta-CG. Donc les effets indésirables des traitements, c'est ce qu'on appelle les seconds cancers, c'est-à-dire les cancers qui sont induits par la chimiothérapie. Il y a le risque de leucémie myéloïde. Voilà, donc c'est un risque quand même qui multiplie fois 64, le risque de cancer colique multiplie fois 9, les mélanomes fois 11, le cancer du sein fois 5. La place de la chirurgie, alors la chirurgie l'hystérectomie pourrait être parfois indiquée comme hystérectomie d'hémostase, ou bien parfois quand on a la possibilité de réaliser une embolisation, donc on peut réaliser une embolisation, donc la femme, parfois, on l'admet dans un tableau d'hémorragie, donc il saigne beaucoup et on n'a pas le choix pour arrêter le saignement que de faire une hémostase, donc une hystérectomie d'hémostase. Parfois, on la discute en absence même d'hémorragie, donc on la discute quand la femme il est proche de la ménopause. On admet une femme, 48 ans, qui a une grosse tumeur utérine, oui, c'est vrai qu'il va faire de la chimiothérapie, etc. Mais le fait de faire l'hystérectomie pourrait aider finalement à la guérison. Quand on a des tumeurs résiduelles avec sécrétion d'HCG, d'accord, qui continuent de sécréter l'HCG, on a nettoyé un peu tous les sites, le poumon, le cerveau, etc. Mais il reste une tumeur, par exemple, au niveau utérine, donc on peut discuter la chirurgie. Quand on a une tumeur du site d'implantation, parce qu'on sait que les tumeurs du site d'implantation sécrètent peu d'HCG, et donc, finalement, ce sont des tumeurs qui finalement, sont chirurgicales. On peut discuter une résection d'une métastase, ou une métastasectomie, seulement si la tumeur reste persistante après la chimiothérapie, si on a une seule métastase ou 2 métastases parfois, et puis après chimiothérapie, la tumeur persiste, les métastases persistent aussi, et donc on peut discuter la résection du métastase comme traitement. Le pronostic, donc, dans le faible risque métastatique, la survie est à 100% pratiquement, et donc on parle de guérison, et donc la femme survit sans problème, il peut avoir des enfants même par la suite. Et puis, dans le haut risque métastatique, la guérison est de 80, parfois dans 90%.
résultats publiés. Et donc, voilà, quand on a ces réponses-là, 80 ou 97%, c'est une guérison, mais parfois c'est une chimio-résistance, parfois c'est le saignement malgré la chimiothérapie, etc. Et donc, le décès, et donc, voilà. La fertilité est conservée après chimiothérapie, les grossesses suivantes se passent sans complications spécifiques. Seulement, il faut respecter un délai suffisant après, finalement, 1 an après la fin de chimiothérapie, et donc est quelque chose de minimum qu'on peut tolérer. Et donc, ici, il arrive à ce que la femme tombe enceinte, malgré le fait qu'il n'a pas respecté ce délai de 1 an. Donc, il n'y a pas d'indication à faire une interruption médicale de grossesse, juste on fait le suivi, on dose les bêta-HCG, on fait une échographie à 8 semaines, et on fait des bêta-HCG 3 mois après l'accouchement. Voilà, donc, pour les tumeurs troublastiques gestationnelles, donc un bilan d'extension correct, un score FIGO-OMS, et donc c'est une monochimiothérapie ou une polychimiothérapie, donc si on fait le score correctement. Voilà, donc ça c'est le récapitule de ce qu'on a dit. Donc, en conclusion, j'arrive à la fin. Et donc, on peut dire, pour les maladies troublastiques gestationnelles, ça regroupe 2 entités, les molydatiformes qui sont des entités bénignes, prénéoplasiques, et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Les molydatiformes, au stade de molydatiformes, c'est des anomalies de la fécondation qu'il convient d'aspirer, de traiter, de surveiller, de détecter les formes qui vont évoluer vers les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Et les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, c'est des cancers qu'il va falloir diagnostiquer à temps, diagnostiquer correctement, faire un bon bilan d'extension, faire puis une polychimiothérapie scientifique. Le diagnostic précoce permet d'éviter les complications, permet d'améliorer le pronostic, permet de préserver la fertilité. Le diagnostic de certitude de la molydatiforme est anatomopathologique. C'est vrai qu'on suspecte, on a une diagnostic de présomption qui, pratiquement, sur les données cliniques et radiologiques, échographiques et biologiques, bêta-HCG, pratiquement, parfois il arrive même à 99% des cas, mais la certitude est donc donnée par l'anatomopathologie, donc en ce qui concerne la molydatiforme. Par contre, pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, l'anatomopathologie n'est pas obligatoire, n'est pas indispensable, et donc c'est le diagnostic, c'est l'évolution, c'est le diagnostic est biologique. Réaliser le bilan d'extension nécessite une bonne connaissance des facteurs pronostiques et donc dépend les sites métastatiques les plus connus et donc finalement réaliser un scanner thoraco-abdominopelvien, une radiographie du thorax et une IRM cérébrale ou à défaut un scanner cérébral. Bien sûr, en plus de l'examen clinique et de taux de bêta-HCG. Les modalités thérapeutiques, j'insiste, la chimiothérapie adéquate permet de voir de bons résultats. C'est un cancer qu'on guérit, c'est un cancer que la fertilité peut rester conservée, la femme peut tomber enceinte par la suite sans problème, mais il faut que cette chimiothérapie soit adéquate, et pour qu'elle soit adéquate, il faut ni surtraiter ni sous-traiter les patientes. Donc, c'est l'importance d'évaluer correctement le score FIGO-OMS pour pouvoir indiquer la bonne chimiothérapie. Et donc, la surveillance, bien sûr, par la suite, est indispensable. Voilà, donc ce qu'on peut remarquer dans l'ARMAC, il ne faut pas faire de curetage, il faut faire des aspirations pour les molydatiformes. Parfois on assiste à des faux diagnostics de tumeurs trophoblastiques gestationnelles qui ne respectent pas les critères diagnostiques, c'est-à-dire qu'une femme qui ne fait pas la surveillance biologique comme il faut, on fait un bêta-HCG ou 2 bêta-HCG, on les trouve très élevés, on dit tiens, ça a augmenté d'une façon explosive, donc c'est une tumeur trophoblastique. Non, la tumeur trophoblastique gestationnelle, indépendamment des chiffres, c'est soit une augmentation sur 3 dosages, soit c'est une stagnation sur 4 dosages, et non pas sur un seul dosage. À l'inverse, parfois, on voit chez certaines femmes où il y a le suivi n'est pas correct. Ils font un bêta-HCG une fois par mois et puis c'est difficile d'avoir finalement les critères diagnostiques. Malheureusement, beaucoup de produits d'expulsion ne partent pas à l'examen anatomopathologique et donc parfois certaines femmes, ils font des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, mais dans l'antécédent, ils ont fait, entre guillemets, des fausses couches, des expulsions.
et qui n'ont pas été examinés. Et on assiste à des tumeurs trophoblastiques gestationnelles quelques mois après, qui sont malheureusement dans des stades très avancés. Et donc, il faut traiter traitement précoce des vraies tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Donc, les vraies tumeurs trophoblastiques sont les vrais. Donc, critères diagnostiques ont été respectés avec des protocoles qui sont adaptés à la chimiothérapie. Bon, les perspectives, prévenir les molles édatiformes, la prévention des molles édatiformes peut se faire en améliorant le niveau de vie socio-économique. Aujourd'hui, on sait que les pays qui ont amélioré le niveau socio-économique, l'incidence des molles édatiformes se voit un peu très diminuée. Les perspectives scientifiques sont dans la prévisibilité, c'est-à-dire prévoir l'évolution des molles édatiformes vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. Ça, c'est dans le futur. On a démontré le rôle de l'EGV-EGF dans l'évolution des molles édatiformes vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. Et donc, ainsi, pourrait dans le futur peut-être doser ou réaliser des immunohistochimies sur des produits d'aspiration et étudier cette en fait prédisposition à évoluer vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Donc, pourrait peut-être soit donc commencer la chimiothérapie très précocement, soit carrément éventuellement dans le futur avoir une thérapie ciblée, normalement les anti-angiogéniques, c'est-à-dire au cas chez les femmes qui expriment le GVEGF, éventuellement proposer un anti-angiogénique, c'est-à-dire un anti-EGVEGF qui permettrait finalement d'arrêter, en fait, de bloquer l'angiogénèse des molles édatiformes, en fait, du trophoblaste, et par conséquent, donc, arrêter l'évolution vers la tumeur trophoblastique gestationnelle. Et les centres de référence, il est souhaitable d'avoir des centres de référence dans chaque région du monde, dans chaque pays, dans chaque grande ville, etc. Les centres de référence dans lesquels c'est une pathologie qui n'est pas fréquente finalement dans l'ensemble et chacun parfois l'étudie à son gré. Et donc, il est souhaitable d'avoir un centre de référence qui pourrait éventuellement discuter les cas dans lesquels on peut parfois, les dossiers qui posent problème, être finalement traités là-bas. Et ça permet finalement d'améliorer la prise en charge des molles édatiformes. Nous l'avons constaté chez nous-mêmes, c'est-à-dire le centre de référence a permis finalement de bien distinguer des cas où il y avait des patientes qui étaient sous-traitées ou des patients qui étaient sous-traités et éventuellement de finalement recorriger par la suite et assurer un bon traitement. Voilà, mes chers amis, donc ma